Messieurs, dames, chers amis, chers collègues, c'est un grand plaisir d'ouvrir cette séance en votre présence ce soir. Je tiens d'abord à remercier Pauline Devos-Bollet, la présidente du conseil d'administration, qui me laisse l'honneur d'ouvrir ce jeudi de l'HNE sur la thématique de l'humain dans les soins. C'est une question qui me tient particulièrement à cœur. Je m'appelle Blaise Guinchard et je suis le vice-président du conseil d'administration de l'hôpital. Ces jeudis de l'HNE deviennent petit à petit une tradition dans notre pays de Neuchâtel où tous les premiers jeudis de chaque mois, nous avons l'occasion, le plaisir d'aborder une thématique. Aujourd'hui, c'est de l'éthique, de l'humain dans les soins. Nous avons eu des questions liées à la chirurgie du rachis, à la pédiatrie. Nous aurons des soins intensifs, des questions plus politiques ces prochains mois. Donc, je vous invite à rester attentifs au programme et puis à venir nombreux. En tout cas, votre présence ici ce soir nous donne à penser que c'est vraiment un plaisir de vous accueillir ici à l'hôpital et c'est vraiment important pour l'hôpital de dialoguer avec la population et avec les soignants. Aujourd'hui, l'hôpital, c'est, vous le savez certainement plus que moi, pour la plupart d'entre vous, une grosse organisation, une grande organisation complexe qui est traversée de nombreuses tensions, des tensions qui sont parfois économiques. Nous devons souvent économiser de l'argent, faire plus avec moins, et c'est pas facile. Des tensions qui sont politiques, et les Neuchâtelois, les Neuchâteloises en savent quelque chose, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, et puis des tensions aussi organisationnelles à différents niveaux. C'est une des structures, enfin je ne connais pas beaucoup d'autres, mais une des structures qui est parmi celles qui a le plus se réformer ces dernières années, et c'est certainement pas fini. Mais l'hôpital, c'est avant tout le lieu où on traite de l'humain. La santé, c'est une question éminemment humaine. Et le risque, quand on est pris dans toutes ces tensions, c'est d'oublier l'humain. Et je pense que c'est vraiment important pour nous, et votre présence l'atteste aussi, de pouvoir repenser, s'octroyer un moment pour penser la manière d'aborder l'humain. Comment est-ce que je fais avec des personnes qui arrivent ici dans nos murs, qui sont en souffrance, qui vont mal, qui vont peut-être mourir, qui sont en tout cas, qui ont besoin de nos soins. C'est aussi un très grand plaisir pour moi d'accueillir Walter Hesbin ici, qui a une grande pratique sur le fait de penser l'humain. Je pense que c'est deux mots qui pourraient le caractériser: la pensée, la réflexion, et puis l'humanisme, les personnes, l'attention apportée aux personnes dans les soins. Si on regarde toutes les publications qu'il a réalisées au cours de sa carrière, alors soit en individuel ou avec d'autres, on a vraiment un jalonnement, un étayage de toutes bonnes pratiques, des bonnes manières de penser le travail de soins dans nos systèmes. Je pense j'ai juste noté ici, Prendre soin à l'hôpital, qui est un des tout premiers, ça remonte à quelques années, un best-seller, et puis on a toute une série d'autres sur la manière de penser la formation du personnel soignant, de penser l'humanitude, qui est la thématique de ce soir. C'est un Belge qui réside à Paris. Je ne vais pas faire tout son parcours, il complétera le cas échéant, qui est responsable du GEFERS, et là je suis obligé de lire parce que j'ai un peu dyslexique et j'arrive pas forcément à mettre tous les items dans le bon ordre. Groupe francophone d'études et de formation en éthique de la relation de service et de soins. Et je dirais, je ne veux pas m'étaler trop longtemps, que sa pensée a habité un nombre important de soignants, tous corps professionnels confondus depuis passablement d'années, que ce soit ici sur le continent européen ou aussi en Amérique du Nord notamment. Le reste, je ne sais pas, mais c'est tout à fait possible. Je suis aussi très très content que ce soir nous puissions accueillir deux collègues de l'hôpital neuchâtelois qui vont venir, et ça s'inscrit vraiment complètement dans la philosophie de ces soirées et puis de la thématique du jour, nous parler de leur pratique quotidienne du soin, nous expliciter, nous montrer, nous dire, et je me réjouis de les entendre, comment ces questions-là sont traitées au quotidien avec les patients. C'est vrai, quand on arrive à la réception de l'hôpital, on a l'impression de prendre un ticket comme on va à la poste, et puis derrière, il y a toute une réflexion, et je pense que c'est intéressant de pouvoir les entendre et échanger avec elles sur la manière, leur pratique dans leur exercice quotidien. Alors, il y aura Corinne Wirth, vous avez les noms sur le programme, qui est clinicienne spécialiste en gériatrie, et puis Habiba Bechnoun, oui, j'ai une petite rature, je n'arrivais pas à me lire,
qui est responsable d'unité de soins, spécialiste aussi en gériatrie. Elle travaille dans le cadre des CTR et sont très attentionnés à la personne soignée. Je me réjouis de les entendre. Le déroulement de cette conférence, Walter Hesbin va commencer par sa conférence, demi-heure, un peu plus, on verra la manière dont les choses se déroulent. Et puis après, Mesdames Wirth et Bechnoun interviendront. À la fin de leur intervention, nous aurons l'occasion formelle d'un moment d'échange, vous pourrez leur poser des questions, avant un moment un petit peu moins formel autour des verres, mais la discussion pourra se poursuivre aussi à ce moment-là, dans un troisième temps. Alors bonjour mesdames et messieurs, merci de m'inviter à partager cette soirée avec vous. Je suis impressionné, une soirée d'hiver, on l'a passée ici à l'hôpital. Comme Blaise Gachard l'a dit, donc je suis belge et personne n'est parfait, donc comme ça permet peut-être d'emblée voilà, remettre les choses un petit peu en perspective. Alors il est question d'humanisme, il est question de penser l'éthique du quotidien des soins, et d'une certaine manière on peut un petit peu s'étonner d'avoir besoin de parler d'humain, dans un hôpital. Et j'aime bien rappeler que qu'est-ce que c'est un hôpital finalement? Eh bien, c'est un lieu qui est dédié à donner l'hospitalité. Donner l'hospitalité, mais pas à n'importe qui, donner l'hospitalité à des hommes et des femmes malades. Et on devrait là avoir une finalité. Une finalité qu'on ne devrait peut-être pas perdre de vue. Le but de l'hôpital, c'est bien des hommes et des femmes malades. Et donc il s'agit de les accueillir, il s'agit de les aider dans ce que ces personnes ont à vivre, sans oublier les proches de ces personnes qui, vous le savez bien, vivent parfois aussi douloureusement, voire plus douloureusement que le patient lui-même, ce qu'il y a à vivre. J'aime aussi rappeler un mot qui est souvent assez mal compris, étrangement d'ailleurs, parce qu'il est abondamment utilisé, c'est le mot patient. Je suis très souvent surpris de constater que le mot patient est confondu avec celui qui doit patienter, celui qui doit attendre, alors que le mot patient, étymologiquement, il renvoie à celui qui souffre. Mais ça veut dire que l'hôpital est un lieu qui est dédié à la souffrance, et que les professionnels qui évoluent dans un hôpital sont en fait des professionnels de la souffrance. Une souffrance qu'il s'agit d'accueillir, une souffrance qu'il s'agit d'essayer du mieux que l'on peut, de soulager, d'atténuer. Et la souffrance, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien parce que pour chacun d'entre nous, dès que la souffrance est là ou qu'elle est prompte à surgir, eh bien, il y a une caractéristique qui, je pense, nous concerne chacun, c'est que nous avons une sensibilité qui est exacerbée. Le fait pour chacun d'entre nous d'être malade ou ne fût-ce qu'un petit peu plus fatigué, nous sommes déjà un petit peu plus sensibles à l'intensité d'une lumière, à l'intonation d'une voix, à la manière éventuellement que l'on a de s'adresser à nous. Nous sommes donc dans un lieu dédié à l'humain qui souffre et dont la sensibilité est exacerbée. Et on pourrait dire que ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien, parce que c'est cette prise de conscience-là qui va aussi permettre d'orienter, je dirais, un certain nombre de manières d'être et de faire. Et là, on rejoint, je dirais, assez rapidement cette question de l'éthique. Alors, j'ai coutume de dire par rapport à l'éthique qu'un des problèmes qu'on a avec le mot éthique, c'est qu'il rime avec chic, et que ça fait chic d'utiliser le mot éthique. On n'est pas toujours très au clair avec ce que cela veut dire, mais enfin, si on a un affichage éthique, s'il y a une forme d'alibi, de marketing éthique, on se dit que ça c'est quand même bien. Oui, mais maintenant, si on regarde l'éthique de manière peut-être un petit peu plus concrète, si on essaye de voir en quoi est-ce que la préoccupation éthique imprègne véritablement le concret des pratiques de chacun. Parce qu'à vrai dire, pour chacun d'entre nous, si on a besoin des professionnels de la santé qui affichent leur volonté éthique, mais que cette volonté éthique, on ne l'aperçoit pas dans le regard, on ne l'aperçoit pas dans la manière qu'on a de s'adresser à nous, de se sentir considéré, eh bien finalement cette éthique, elle ne sert pas à grand-chose, elle est une éthique
alibi. Et c'est là que la question de l'éthique, bon, on pourrait très simplement la résumer en disant que c'est le souci de la visée du bien dans les rapports humains. Le souci de la visée du bien dans les rapports humains, mais comme on pourrait y passer de nombreuses soirées, je dirais que ce qui va plus particulièrement me préoccuper dans ce souci de la visée du bien, eh bien c'est la manière que nous avons, la volonté que nous avons de permettre à la personne de se sentir exister en tant que sujet dans la relation de soins, se sentir exister en tant que sujet dans la relation de soins. Et là peut-être que nous devons constater que l'évolution de la médecine a parfois eu tendance à oublier le sujet et d'une certaine manière, tendance à oublier que le malade n'est pas la maladie qu'il a. Le malade n'est pas la maladie qu'il a. Et la manière que l'on a parfois de parler du malade, c'est parfois, eh bien, on a l'impression qu'on ne parle que de sa maladie. Et pourtant, et pour personne d'entre nous, le malade n'est pas la maladie qu'il a. Et je dirais que cette préoccupation éthique véritablement concrète est une préoccupation par laquelle on veut permettre à l'autre, quel que soit son état, de se sentir exister en tant que sujet dans la relation de soins. Cet autre n'est pas l'objet qu'est sa maladie, mais il est un sujet. Et je le verrai tout à l'heure, un sujet qui vit comme il le peut ce qu'il a à vivre. Et là, nous devons regarder peut-être d'un petit peu plus près un certain nombre de nos pratiques, un certain nombre de nos habitudes, un certain nombre de ce qui fait les systématismes finalement. Alors, je vous donne peut-être comme ça un ou deux exemples, mais très rapidement. À l'occasion d'un séminaire, un infirmier de chirurgie revient vers nous et puis il dit, ben voilà, il y a quelque chose qui a changé dans ma pratique. On lui dit, qu'est-ce qui a changé? Il dit, ben voilà, avant j'allais dans la chambre du patient, je lui disais, bonjour, je viens faire votre pansement. On se dit, c'est déjà pas mal, il y a pas mal de choses quand même. Il dit bonjour, il dit ce qu'il vient faire. On se dit, oui, mais qu'est-ce qu'il y a en plus? Et certainement qu'il a frappé à la porte de la chambre du patient avant d'y pénétrer, vu que tout le monde fait ça maintenant, ou en tout cas, on va dire comme ça. Mais alors, on dit, mais qu'est-ce qui a changé? Il dit, mais dorénavant, je dis bonjour, est-ce que je peux faire votre pansement? Ah, vous voyez, il y a un petit mot qui a été rajouté. Est-ce que vous me donnez la possibilité de vous faire quelque chose? Est-ce que vous me donnez l'autorisation de vous faire quelque chose? Alors, pourquoi demander l'autorisation à quelqu'un de lui faire quelque chose? Eh bien, parce que c'est de son corps et de sa vie dont il est question. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les réactions que ça suscite, par exemple, auprès de mes étudiants. Il y a toujours bien un étudiant ou l'autre qui me dit, oui, mais enfin, monsieur, vous n'y pensez pas. Si tous les patients devaient nous dire « non, pas maintenant, revenez plus tard », mais bon, vous savez bien que c'est pas comme ça que ça va se passer. Ils vont pas tous dire « non, pas maintenant, revenez plus tard ». Et si d'aventure un patient devait dire « non, pas maintenant, revenez plus tard », c'est vrai que si à ce moment-là on lui dit « mais enfin, vous n'y pensez pas avec tout ce que j'ai à faire », il valait mieux pas poser la question. Mais vous voyez que, eh bien, on peut essayer de faire quelque chose avec « non, pas maintenant, revenez plus tard ». Deuxième réaction qui est peut-être plus révélatrice d'un état d'esprit, et je pense que c'est sur ces questions-là que nous devons le plus travailler. Toujours un étudiant qui me dit « oui, mais enfin, monsieur, les patients, ils sont quand même là pour ça. Ils sont là pour ça. » Vous entendez, ils n'ont qu'à se laisser faire puisqu'ils sont là pour ça. Moi, il est bien entendu qu'un patient qui a été opéré, ça vaut la peine d'aller voir sous le pansement comment se porte la plaie, mais de là à considérer qu'il est là pour ça, c'est-à-dire que finalement je considère qu'il est l'objet de mes bonnes pratiques, parce que les pratiques sont bonnes, mais c'est la manière que j'ai de le considérer. Un deuxième exemple, et je m'arrêterai là avec ces exemples, une infirmière qui nous dit le matin, je vais dans la chambre du patient à 7h pour faire une prise de sang, et le patient me dit je ne savais pas que j'avais une prise de sang. Bon, alors on va se dire, il fait partie des patients qui a pu oublier, qu'on lui avait dit. Mais si on regarde d'un petit peu plus près, on va se rendre compte que bien des décisions de prise de sang ou d'examen radiologique complémentaire sont prises par le médecin à l'insu du patient. Et quand je dis que c'est pris par le médecin à l'insu du patient, je ne dis pas que le médecin est dans l'erreur, que le médecin n'est pas pertinent dans la nécessité qu'il éprouve d'obtenir des résultats biologiques ou radiologiques complémentaires, si ce n'est encore une fois que la personne qui est directement concernée n'est pas associée à ce qu'il a
concerne. Et vous voyez qu'il n'y a vraiment aucune forme d'intention malfaisante, malveillante de la part du médecin qui prescrit à l'insu du patient un certain nombre d'éléments, si ce n'est qu'on a complètement négligé de considérer l'autre comme un sujet et donc comme un interlocuteur pour ce qui le concerne, bien entendu dans tous les cas où cela est possible. Et c'est assez étrange de constater dans certains hôpitaux, mais évidemment pas chez vous, que, par exemple, ce sont les brancardiers qui apprennent aux patients qu'ils ont un examen radiologique. Le patient est étonné, il dit au brancardier, mais pourquoi? Alors, le brancardier est souvent bien démuni, si vous voulez, pour expliquer au patient de quoi il est question. Et je suis pour ma part parfois un peu rassuré, même si ça peut éventuellement susciter quelques contrariétés, mais rassuré de constater qu'il y a de plus en plus de patients, mais ça se passe en France, il y a de plus en plus de patients qui n'acceptent plus d'avoir des examens comme ça sans avoir été associés, n'acceptent plus de constater que leur traitement médical a été changé sans avoir été associé. Et vous entendez bien que j'utilise à dessein le verbe associer et pas informer, parce que informer l'autre qu'on a décidé quelque chose pour lui, oui, c'est déjà pas mal, mais enfin, ça n'est pas la même chose quand même que de l'associer à ce qui le concerne. Et je pense qu'on doit vraiment se rappeler, j'essaierai peut-être si j'ai le temps d'y revenir, sur cette question, oui, c'est de son corps et de sa vie dont il est question, dont il est toujours question. Et donc vous voyez cette question-là de l'éthique, eh bien, elle nous amène, cette éthique-là concrète du quotidien, elle nous amène à réfléchir à tout ce qui permet à la personne de se sentir considérée, de se sentir regardée en son humanité, c'est-à-dire de se sentir exister, de percevoir la volonté que nous avons de permettre à cette personne d'exister en tant que sujet dans la relation de soins. Un des mots qui apparaît dans la soirée de ce soir, c'est le mot bientraitance. C'est un mot qui est finalement assez étrange. C'est comme, quand je vous disais, est-ce qu'on a vraiment besoin de parler d'humain à l'hôpital, alors que c'est la mission de l'hôpital, donner l'hospitalité à des hommes et des femmes malades. Et maintenant, on parle de bientraitance depuis quelques années. Alors c'est étrange quand même, maintenant il s'agit de bien traiter les gens. Et moi j'ai le sentiment qu'en 40 ans de carrière, aucun de mes collègues m'a dit qu'il allait à l'hôpital pour maltraiter. Peut-être que ça se faisait, mais ça ne se disait pas. Et donc, en tout cas, maintenant il y a cette question de la bientraitance. Il y a cette nécessité de dire il faut bien traiter les gens. Alors si on regarde d'un petit peu plus près, qu'est-ce que c'est cette notion de bientraitance? Ça nous donne une indication qui pour moi relève aussi de ce que moi je considère comme étant un peu le défi contemporain du système de soins. Eh bien, la bientraitance nous indique qu'il ne suffit pas, plus précisément qu'il ne suffit plus aujourd'hui de bien faire tout ce qu'il y a à faire pour que l'humain se sente bien traité. Il ne suffit pas, plus précisément, il ne suffit plus aujourd'hui de bien faire tout ce qu'il y a à faire pour que l'humain se sente bien traité. Et quand je le dis, il ne suffit plus aujourd'hui, c'est bien parce que nous sommes aussi dans une évolution des attentes de la population, une population qui était encore plus docile il y a 10-15 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui et qui veut véritablement se sentir considéré. Et d'ailleurs, si on regarde dans ce qu'on appelle en France la direction de la qualité des relations avec les usagers, quand on regarde les courriers de récrimination qui sont adressés par les patients ou par les proches à ces directions de la relation avec les usagers, eh bien, on observe que 85-90% des courriers de récrimination ne concernent absolument pas la qualité technoscientifique des pratiques. On n'écrit pas pour se plaindre que les soins ont été mal donnés, on écrit pour se plaindre qu'on nous a mal parlé, qu'on nous a mal regardé, qu'on a eu le sentiment de ne pas être considéré. Et là, vous voyez combien il y a ce défi, finalement, de se dire que malgré toute cette frénésie du faire qui caractérise nos structures, eh bien, nous allons devoir repenser la place de l'humain. Alors, on pourrait se dire que pourquoi repenser la place de l'humain? Mais c'est peut-être, et moi j'y tiens beaucoup, c'est peut-être une manière aussi de vouloir honorer notre civilisation. De vouloir honorer notre civilisation en ce sens où notre civilisation n'a pas toujours été imprégnée de ce souci humaniste tel qu'on le connaît depuis quelques siècles. Et il me semble qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être extrêmement vigilants dans nos structures pour ne pas déboucher sur ce qu'on va appeler une banalisation de l'humain. Et une banalisation de l'humain, si je me réfère par exemple rapidement à ce que pouvait en dire une philosophe comme Hannah Arendt, eh bien la banalisation de l'humain, c'est l'oubli
dans les pratiques du quotidien de l'humanité même de l'humain, de sa sensibilité, de sa singularité. Et vous voyez que l'oubli dans les pratiques du quotidien, de l'humanité même de l'humain, de sa sensibilité, de sa singularité, c'est quelque chose qui pourrait être très très rapidement présent si on n'est pas vigilant, si on n'y prend pas garde, si on n'y fait pas attention, avec cette volonté. Et je trouve que c'est là qu'il y a quelque chose de réjouissant, cette volonté qui est accessible absolument à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous. Et on peut bien entendu être confronté à des pressions très très fortes à l'occasion des journées de travail, de l'activité, etc. Nous avons quand même, je dirais, dans l'immense majorité des cas, la possibilité chacun de la place occupée, de rajouter ce que moi je vais appeler une petite goutte d'eau. C'est la petite goutte d'eau qui va faire la différence et qui va permettre à la personne, eh bien, par un regard, par un sourire, par une manière d'être présent, de se sentir exister dans cette relation de soins. Alors, cette relation de soins, j'aime pour ma part essayer de distinguer un petit peu les mots, parce que avec le mot soin, on est un petit peu embarrassé d'une certaine manière parce qu'on va l'utiliser dans bien des acceptions. Et on va par exemple utiliser le mot soin en tant qu'établissement de soins, système de soins. Il s'agit aussi d'un certain nombre de soins qui doivent être prodigués. Puis on va aussi pouvoir l'utiliser d'une autre manière pour dire quelque chose de l'attention que l'on porte à la personne. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le mot soin, eh bien, selon que vous l'écriviez au pluriel ou que vous l'orthographiez au singulier, il ne dit pas la même chose. Et on peut se représenter le mot soin au pluriel, les soins, on peut faire 2 colonnes, vous pouvez vous les représenter, les soins d'un côté, le soin de l'autre. Et je précise d'emblée que le soin au singulier n'est pas le singulier des soins au pluriel. On va regarder ça d'un petit peu plus près. Et les soins au pluriel, ça renvoie à quoi? Eh bien, un ensemble d'actes et de tâches. Un ensemble d'actes et de tâches qui ponctuent le quotidien. En fait, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et dans cette préoccupation-là du faire, les faire des soins, dans cette préoccupation-là, lorsqu'on s'intéresse à la qualité, on est dans une qualité des soins, la qualité, la sécurité de ce qui se fait, et cela est extrêmement important. Si je regarde de l'autre côté de la colonne le mot soin au singulier, qu'est-ce que ça veut dire le mot soin au singulier? Ça veut dire avoir le souci d'eux, se préoccuper d'eux. Le soin au singulier, ça se traduit par le fait de porter une attention particulière. Et pourquoi est-ce que l'on porte une attention particulière à une personne ou à une chose? Eh bien, pour dire à cette personne ou à cette chose l'importance qu'elle revêt pour nous. Et prenez un exemple, si vous avez entre les mains un livre et que ce livre n'a pas d'importance pour vous, vous n'allez pas le manier avec soin. En revanche, et vous allez peut-être même courir le risque de prêter ce livre à quelqu'un, vous savez les risques que l'on court quand on prête un livre. En revanche, si ce livre a beaucoup d'importance pour vous, vous allez faire attention, être précautionneux pour ne pas écorner les pages, et vous allez réfléchir bien des fois avant de le prêter, déjà qu'il vous revienne, mais qu'il vous revienne aussi en bon état. Tu es important pour moi. Et là, on n'est pas dans le registre du faire des soins, on est dans le registre du prendre soin. Et dans le registre du prendre soin, si on s'intéresse à cette question de la qualité, on n'est pas dans une préoccupation de qualité des soins, mais bien de qualité du soin, la qualité de l'attention particulière qui est portée à la personne à qui on fait des soins. Et si on regarde ces 2 colonnes avec ces 2 expressions, faire des soins d'un côté, prendre soin de l'autre, eh bien on va pouvoir en tirer quelques enseignements. Le premier enseignement que l'on peut en tirer, c'est que l'on peut très bien faire des soins sans prendre soin. Ce n'est pas parce que je fais des soins à quelqu'un et que je les fais bien que je prends soin de l'être, que je prends soin de la personne à qui je fais ce que pourtant je fais bien. On va aussi pouvoir, à contrario, prendre soin d'une personne sans avoir besoin de lui faire quelque chose. Et là, c'est vrai qu'on peut parfois peut-être un petit peu se sentir en difficulté parce que je suis en train de dire que l'on peut prendre soin d'une personne, lui porter une attention particulière, lui témoigner l'intérêt qu'elle revêt pour nous, sans pour autant avoir besoin de lui faire quelque chose. Et la question qu'on pourrait légitimement se poser, c'est mais quelle est la traçabilité que l'on va laisser de ce que l'on ne fait pas ?
Et imaginez un peu une infirmière qui dit à une autre « je vais dans la chambre de tel patient ». Et sa collègue lui dit « mais pourquoi faire ?» Et elle répond « rien ». On va peut-être trouver qu'elle n'en fait pas beaucoup quand même. Alors que vous savez fort bien qu'on peut aller dans la chambre d'un patient sans avoir besoin de ne rien lui faire, sans avoir besoin de lui parler ni même de le toucher, mais par la nature d'une présence, d'un regard, eh bien, lui témoigner l'intérêt qu'on a, qu'on lui accorde, l'importance qu'on lui porte. Donc on peut faire des soins sans prendre soin sans faire des soins, et fort heureusement, rassurez-vous, on peut combiner les deux, on peut agencer les deux. Mais moi j'insiste beaucoup, parce que je suis toujours assez surpris de cette espèce de confusion entre les deux qui règne en particulier auprès des différents professionnels de la santé. Et je dis bien en particulier auprès des différents professionnels de la santé pour lesquels assez spontanément le fait de faire des soins à quelqu'un équivaut aussi à en prendre soin. Alors que dans la vie de tous les jours, chez monsieur et madame tout le monde, lorsque par exemple vous recevez des amis pour un souper, au moment de partir on se dit au revoir sur le pas de la porte. Les anglo-saxons diraient volontiers take care. Nous, on dira volontiers en disant au revoir à des amis, prends bien soin de toi. Quand vous dites au revoir à un ami en lui disant prends bien soin de toi, vous ne lui dites pas fais bien tes soins. Vous lui dites prends bien soin de toi, fais attention à toi parce que tu es important pour moi. Et je trouve important dans nos structures de cultiver cette distinction. Je dis bien cultiver une distinction et pas une opposition. Il ne s'agirait pas de dire que dorénavant on ne fait plus des soins parce qu'on va prendre soin, ça n'aurait aucun sens bien entendu, mais bien que l'on ne soit pas dans l'illusion que le fait de bien faire ce qu'il y a à faire conduit dans le même temps à permettre à la personne de se sentir exister en tant que sujet dans cette relation de soins. Cette distinction entre faire des soins et prendre soin renvoie, et je trouve que c'est très opérationnel d'y réfléchir avec les différentes équipes médicales, paramédicales, à la manière que l'on a de concevoir son métier. Est-ce que le métier qui est le mien, en tant que médecin, infirmier, kiné ou autre, est-ce que c'est un métier d'acte et de tâche ? Ou est-ce que c'est un métier de la relation à autrui? Est-ce que c'est un métier de la relation à l'humain? Une manière d'illustrer cette distinction entre deux façons distinctes de concevoir le métier, c'est de se poser la question, quand je vais dans la chambre d'un patient, est-ce que je vais dans la chambre d'un patient pour faire quelque chose ou est-ce que je vais dans la chambre de ce patient pour rencontrer la personne qui s'y trouve et à cette occasion faire ce qui pourrait ou devrait être fait? Vous voyez que l'intention qui m'anime n'est pas la même. Je viens faire quelque chose, je viens rencontrer une personne. Si l'intention qui m'anime n'est pas la même, ma disponibilité à la personne ne sera pas la même également. Et là, je pense que nous avons sans doute au niveau des équipes, à réfléchir à l'intention qui nous anime dans le concret, dans la pratique quotidienne des différentes formes de soins. Pour aller un petit peu plus loin, je voudrais aussi, pour ma part, insister sur quelque chose qui va vous sembler tout à fait évident, mais qu'on a peut-être quand même un petit peu tendance à oublier. Et ce sera la dernière partie, parce que je vois que le temps passe. La dernière partie, c'est une petite phrase qui dit que chacun vit comme il le peut ce qu'il a à vivre lorsque la maladie surgit ou la dépendance s'installe. Chacun vit comme il le peut ce qu'il a à vivre lorsque la maladie surgit ou la dépendance s'installe. Cette petite phrase nous concerne absolument chacun d'entre nous, dans la mesure où personne d'entre nous ne peut dire par avance comment nous vivrions ce que nous aurions à vivre si la maladie devait nous toucher ou la dépendance nous gagnait. Chacun vit comme il le peut ce qu'il a à vivre lorsque la maladie surgit ou la dépendance s'installe. Bon, alors cette petite phrase, on pourrait s'en contenter ainsi, on pourrait, telle l'éthique, l'afficher, voilà, on aurait un effet d'affichage, ça n'aurait pas beaucoup d'effet. L'intérêt de cette petite phrase, c'est aussi, notamment en équipe, de réfléchir aux conséquences de cela.
Et pour ma part, je vais vous désigner 5 conséquences que moi je tire de cette petite phrase-là. Chacun vit comme il le peut ce qu'il a à vivre. La première conséquence, c'est que si effectivement chacun vit comme il le peut ce qu'il a à vivre, eh bien il n'y a pas de petite ou de grande maladie. Il n'y a que la maladie qui me touche moi, qui me concerne moi, et avec laquelle je fais comme je peux. Et bien entendu que pour les professionnels de la santé, nous savons qu'il y a des pathologies qui sont bénignes et d'autres qui sont gravissimes. Mais ce n'est pas parce que je ne serai atteint que d'une pathologie bénigne dans votre classification de professionnel que cela ne serait pas troublant, inquiétant pour moi. Et on entend parfois une expression du style « Oh, ici on ne fait que de la bobologie », avec cette forme de mépris pour celui qui n'aurait qu'un bobo. Or, ce n'est pas parce que je n'aurai qu'un bobo que je ne suis pas complètement troublé par ce bobo. Faites d'ailleurs l'expérience que vous connaissez bien, le jeune enfant qui se fait un bobo. Il pleure, il nous appelle du regard, il attend qu'on le prenne dans nos bras, la bisouthérapie, ça marche bien. Mais face à l'enfant qui vient de se faire un bobo, si vous lui dites « ton altération biologique est insignifiante », vous comprenez bien qu'on n'a absolument pas répondu à ce qui est important pour lui. Parce que ce qui est important pour lui, ce n'est pas son altération biologique, mais bien la peur qu'il a ressentie. S'il n'y a pas de petite ou de grande maladie, deuxième conséquence de cette petite phrase, eh bien c'est qu'il n'y a pas non plus de petite ou de grande situation de soins. Il n'y a que des situations singulières. Et au sein de chacune de ces situations, il y a à chaque fois une personne, un homme ou une femme, qui vit comme il le peut, comme elle le peut, ce qu'elle a à vivre. Ça veut bien dire qu'il n'y a donc pas de situations qui seraient intéressantes et d'autres qui ne le seraient pas. Parce que lorsqu'on dit qu'une situation est intéressante, vous voyez bien que ce n'est pas du malade dont on parle, mais de sa maladie. De même que lorsque l'on entend parfois dans le propos des professionnels à propos d'un patient, il n'y a plus rien à faire. Lorsque l'on dit il n'y a plus rien à faire, vous entendez bien que ce n'est pas du malade dont on parle, mais de sa maladie. Parce que si on parlait du malade, on ne considérerait pas qu'il n'y a plus rien à faire. Parce que pour un malade, même lorsqu'on est dépassé par la maladie, il y a toujours quelque chose à faire pour prendre soin de ce qui vit chez ce vivant. Il n'y a donc pas de situations qui seraient intéressantes ou importantes. Toutes les situations sont dignes d'intérêt, car elles concernent chaque fois une personne qui vit comme elle le peut ce qu'elle a à vivre. Et là, nous devons être attentifs parce que on hiérarchise très rapidement, d'une certaine manière, l'importance de telle affection en regard de telle autre. Dans un hôpital, il y a quelques mois du sud de la France, une aide-soignante d'un service de chirurgie digestive était un petit peu agacée et elle disait « Ah ben moi j'en ai marre, il y a des patients quand même, ils exagèrent, ils ont un truc de bébé, une appendicite » à côté de ceux qui ont un cancer du côlon. Évidemment qu'on n'est pas dans le même tableau clinique, si ce n'est que celui qui a une appendicite, c'est quand même pour lui quelque chose qu'il est en train de vivre. Et je voudrais à ce sujet-là rappeler un élément que, en tant que professionnels, nous avons régulièrement tendance à oublier, c'est la question de la première fois. La première fois. Pour le patient, c'est la première fois qu'il se retrouve aux urgences. C'est la première fois qu'éventuellement une maman vient accoucher. C'est la première fois que je dois me faire opérer ou anesthésier. C'est la première fois qu'on doit faire ma toilette. C'est la première fois que l'on doit me demander de faire pipi dans un bassin ou d'être nourri à la cuillère. Observez combien, pour chacun d'entre nous, dans nos histoires de vie respectives, lorsque nous avons été confrontés à des premières fois, nous n'avions pas beaucoup de recul, nous n'avions pas beaucoup d'expérience, on ne savait pas très bien comment ça marchait. Et le risque face aux professionnels qui sont dans leurs habitudes, c'est justement de perdre cette vigilance en regard de ce qui est une première fois pour ce patient-là. Dans un service de soins palliatifs en Belgique, alors ça peut prêter à sourire, mais une infirmière, à l'occasion d'un séminaire, elle nous disait, elle rappelait, elle dit, pour le patient, il ne faut pas qu'on oublie que c'est la première fois qu'il meurt. Ben oui, mais quand c'est la première fois, on n'a quand même pas beaucoup de recul, vous voyez. Troisième
Troisième conséquence qu'on va pouvoir tirer aussi de cette petite phrase, chacun vit comme il le peut, eh bien c'est qu'il n'y a pas de petits ou de grands services de soins. Il n'y a pas des services qui seraient prestigieux et d'autres qui ne le seraient pas. Ce qui fait qu'un service, je dirais, est prestigieux, ça n'est pas la nature de l'activité technique ou des pathologies qui y sont traitées. Ce qui fait le prestige d'un service, c'est l'atmosphère d'humanité qui se dégage de ce service. Et vous voyez que nous devons être particulièrement attentifs à ne pas mettre en avant des services qui seraient dits de pointe pour des technologies qui sont assez sophistiquées ou spectaculaires, et d'autres où finalement, eh bien, on aurait des personnes, alors plutôt long séjour, chronique ou autres, chacun de ces services a la même mission. Essayer d'aider un homme ou une femme dans ce qu'il y a à vivre. Quatrième et avant-dernière conséquence, et j'en aurai terminé par là, j'ai dépassé mon temps, c'est qu'il n'y a pas non plus pour une personne donnée de petits ou de grands actes de soins. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de petits ou de grands actes de soins? Parce que tous les actes qui sont posés concernent toujours le corps et la vie de l'autre. C'est bien la raison pour laquelle aucun acte n'est anodin. Et je suis pour ma part un peu inquiet, plus aujourd'hui qu'hier, lorsque j'entends par exemple dans la réflexion de certains professionnels, par exemple infirmiers, qui disent « Oh, j'ai pas fait 3 ans d'études pour apprendre à faire des toilettes ». Ou lorsque j'entends un médecin qui dit à une infirmière « C'est quand même pas à toi à faire des toilettes ». Lorsqu'on entend ce genre de propos « J'ai pas fait 3 ans d'études pour apprendre à faire des toilettes », eh bien on a là 2 indications. La première, c'est que la personne qui dit ça est résolument dans une logique d'acte et de tâche. J'exerce un métier d'acte et de tâche. Un métier d'acte et de tâche par lequel, eh bien, je suis gratifié pour certains actes sophistiqués, spectaculaires, et d'autres par lesquels, eh bien, je me sens disqualifié parce que ce sont des actes très ordinaires, voire dégoûtants. Deuxième indication est peut-être plus troublante dans la manière que l'on peut manquer de vigilance et donc de réflexion sur la place de l'humain, c'est de oublier finalement, de négliger que plus la personne est en situation de dépendance, plus elle a besoin de mains autres que les siennes pour faire ce qu'elle ferait habituellement par elle-même, si elle en avait la force, la capacité, la volonté, jusque dans l'intime de l'intime. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Plus nous avons besoin de mains autres que les nôtres pour compenser ce que nous ne pouvons pas faire, plus ces mains posent des actes qui mettent en péril notre dignité. Il m'arrive de penser pour moi que si un jour je suis dans un état de dépendance tel que j'ai besoin que des mains autres que les miennes me lavent 2 fois par jour, me changent, me nourrissent 2-3 fois par jour, si je suis face à des professionnels alors qui ont une pratique systématique, une pratique par laquelle je ne sens pas l'intérêt que l'on porte à la personne que je suis malgré mon état de dépendance, si je n'ai pas le sentiment que la volonté que l'on a de me regarder en mon humanité, de me faire exister en tant que sujet, eh bien alors de la situation de dépendance qui est la mienne, je me sentirai glisser vers un état de déchéance. Et la déchéance, c'est ce qui me fait ressentir tel un déchet. Et moi, je voudrais insister beaucoup sur le fait que, parce que ça concerne absolument tous les secteurs d'activité, plus la personne est en situation de dépendance, plus le professionnalisme subtil du professionnel est requis. Et ce que j'appelle le professionnalisme subtil du professionnel, ce n'est pas la capacité de poser un certain nombre d'actes techniques, tout cela est bien important, c'est la capacité de permettre à l'autre, quel que soit son état de dépendance, de se sentir exister en tant que sujet dans la relation de soi. J'en termine, ce sera ma dernière conséquence. S'il n'y a pas de petites ou de grandes maladies, de petites ou de grandes situations de soins, de petits ou de grands services de soins, ni d'actes de soins, il n'y a pas non plus de petits ou de grands professionnels de soins. Je veux dire par là que ce qui fait l'importance d'un professionnel, ça n'est pas la hauteur de son diplôme, de son statut ou la très haute opinion qu'il peut avoir de lui-même. Ce qui fait qu'un professionnel est important aux yeux d'un homme, d'une femme qui a besoin des soins qu'on va lui prodiguer, eh bien, c'est véritablement la perception d'être considéré comme égal en humanité à quel que soit le professionnel qui s'adresse à moi. Ce n'est pas parce que j'aurai un statut éventuellement plus élevé que je suis plus humain que le patient auquel je m'adresse. Et je vous remercie de votre attention.